Bonjour, nous vous invitons à nous suivre en balade à partir du périmètre de la source du Coder et le long du ruisseau de Fage, encore classé en zone naturelle protégée, pour traverser les bois, prairies humides et zones agricoles reclassées en zones à urbaniser, afin de permettre l'extension de la zone d'activité commerciale de Vialard, un projet contre lequel nous nous insurgeons. Attention, oula, T'as un PH, tu veux que j'y aille ou professeur tournesol. tu veux que j'y aille? Tu veux mesurer l'acidité? Ouais. Attention, attention. Alors on fait des paris. Tu vois, c'est ce que je pensais. J'ai pas osé vous le dire. J'étais sûr que l'eau était basique. Ouais. Et t'as quoi? Elle est quoi? Elle est basique, ouais. Ça veut dire quoi alors? Elle est pas acide, ouais. On est à combien? Avec le compète. Alors, le tremble. Vous savez pourquoi elles tremblent, les feuilles du tremble? Parce qu'elles ont un pétiole, il est très long, très fin. Et en fait, quand vous regardez bien, il est plat. Vous allez le sentir avec vos doigts. Donc, ça offre une prise au vent. Dès la moindre petite brise, c'est le premier que vous voyez bouger. Voilà. Le tremble. C'est spécifique des zones humides. Ah ben c'est spécifique de milieu humide, oui. Enfin, il y a deux sources qui alimentent Carsac, la commune de Carsac, dont la source du Coder. D'accord. Là, ils ont défini un périmètre de protection renforcé. C'est ce que vous voyez là, les grillages verts là, tout autour. Donc ça, on n'a pas le droit d'y toucher par la loi. Là où on est sur un périmètre fort aussi, un peu moins que renforcé. Je ne sais plus comment ils l'appellent. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris cette partie-là. Ils ont évité de dire qu'ils allaient artificialiser cette partie-là. Ils l'ont laissée en naturel. Et par contre, la partie qu'ils ont pris, c'est quand même un périmètre protégé, mais à troisième niveau. Donc là, ils en profitent. On est à 100 mètres quoi en fait de la mare. Voilà déjà, avec ton filet papillon en 11, tu fais du pain de verrier. Attention parce qu'il y a d'autres Il y a d'autres espèces qui ressemblent à l'orpillon de verre. Alors ça c'est des fougères de zone humide. C'est des caloptériques. Ouais. Sur les cours d'eau rapides, comme sur la Dordogne, il y en a énormément. Avec les feuilles noires, avec les feuilles noires, avec les ailes noires. Ouais. Ça pique pas? Ça pique pas? Non, ça pique pas. Alors pour faut bien l'enrouler. Il faut la cueillir par en dessous. Et après pour la manger, il suffit de la plier. Tout là-dedans. Et quand tu mâches, il n'y a pas de trucs qui vont te piquer à ce moment-là. Pas du tout. Si tu la plies, Donc des là, érables. ce sont des groseilliers Ah, sauvages. des groseilliers sauvages. Oui, Ah d'accord. c'est assez unique en Dordogne, pour pas dire même exceptionnel. Il a deux noms. C'est le groseillier rouge ou le groseillir à grappes. Fais gaffe, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi les arbres. Parce que c'est rare d'avoir des aulnaies aussi importantes. Il n'y en a pas 10 hectares. Mais en tout cas, des arbres de cette venue-là, c'est pas très très vieux. Mais 50-60 ans, ils m'ont dit. Si, c'est la bourdaine, ça, regarde. Ouais. Alors ça veut dire que quand même ici, on est sur un sol qui doit être plus acide que basique. Je vois pas de traces de rouille. Non, il n'y a pas d'oxydoréduction. Non. Mais On en est tout cas, sableux. Il y a de l'argile, il y a du sable. Argile sableux, ouais. Bah là on voit sur les couches au-dessus, c'est magnifique. Ça, c'est pas forcément, c'est pas un critère de zone humide, ça. Tu peux Non, en pas trouver du des tout. sols Non, mais comme justement. ça. Tu peux en trouver ailleurs. Hein. Non, mais c'est pour ça, je vais en parler. Tiens, regarde. Donc, Ah, ça y est, elle arrive. Ouais, donc la nappe est pas loin. Elle est pas loin, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on a une zone humide. Mais c'est sûr. Une prairie humide, c'est Oui, parce que mais la nappe c'est- est pas loin. Ce qu'on pourrait trouver dans une zone humide, par exemple, c'est de la tourbe. C'est-à-dire, en Irlande, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'oxygène dans le sol que la pédofaune et même toute la vie sous terre n'arrive pas à décomposer la matière organique. Donc là, ça veut dire qu'on aurait des couches comme ça, vraiment denses, on voit encore le côté fibreux. Bon, là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt un genre de terreau. Un genre de terreau. On n'a quasiment pas de litière. C'est-à-dire les feuilles de l'année dernière sont toutes décomposées. Donc ça veut dire quand même qu'on a une très bonne décomposition, oui, voilà,
de faune. Alors c'est tout un cortège d'insectes, hein. C'est pas que des insectes, c'est des bactéries, des champignons. C'est acide. Oui, des C'est myriapodes. acide. oui. C'est très différent de là-haut. Ici, on est à milieu acide. Et donc, ça explique la présence de certaines fougères, de la bourdaine et probablement une autre flore qui est inféodée. Il y avait du coup des groseilliers aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, apparemment. Voilà, donc on a vu le sol. Là maintenant, on voit le peuplement existant qui est très adapté à la station quand même. Ils sont beaux, ils sont droits. Si c'est un recépage en plus, c'est bien possible parce qu'on voit il y a quelques CP. Il y en a d'autres qui sont repartis d'un pied, mais on a aussi des CP. Il y en a qui sont partis d'une coupe et d'autres qui sont partis sûrement d'un drageon. D'ailleurs, on a un beau frêne, très beau frêne. Donc quand je vous disais que c'était aussi une station intéressante pour les frênes, le jour où on enlève les aulnes, on pourrait tout à fait installer ou favoriser. Il y a un charme aussi. Ça a l'air d'être une CP de charme, ça, non? Ah, je sais pas, il faudra aller voir de plus près, mais Je sais pas. mais on a quand même surtout frêne et... C'est peut-être c'est mort, non? C'est pas des aulnes. Non, ça c'était un frêne, ça, c'est comme Ouais. celui-là, là. Ouais. Et Ah, donc c'est intéressant de savoir ce qui peut pousser ici. Parce que c'est dommage de favoriser des arbres et qu'ils crèvent après. Par exemple, on verra sûrement la peuplerie après, elle n'est pas en forme du tout. Ils ont investi, ils ont planté, c'est pas une réussite du tout. Tandis qu'ici c'est une réussite. Alors par contre, l'aulne, la moitié de Venise est sur des poteaux d'aulne. D'accord. Oui, C'est la moitié. ouais, la moitié des pilotis de Venise sont de l'aulne qui a des centaines et des centaines d'années. Donc c'est imputrescible S'il reste toujours dans humide. l'eau. Dans la terre, dans la terre, on sentait bien qu'il y avait du sable. Tout l'argile a été emporté par l'eau. Il reste plus que le sable, c'est normal. Mais il est très limoneux, quoi. C'est pas. Ah oui, c'est un sable fin. Hein. Tout à fait, mais c'est exactement la texture que j'avais dans l'échantillon là-bas. Ok. Et puis ça, tu dois avoir des blocs avec du fer dedans. Est-ce que je regarde? Ça. Quel concert extraordinaire. Ils sont rachitiques, la moitié sont morts là-bas. Enfin, notre conclusion là, pour ceux qui n'étaient pas là, en gros, c'est que bon, il y a un truc qui ne va pas ici. On ne sait pas trop quoi encore. Il faudrait peut-être refaire un trou dans le sol plus profond pour comprendre. Mais ils ne sont pas en forme du tout. Dans une zone quand même qui est. Soit c'est que vraiment c'est tellement bien drainé qu'ils ont pas d'eau, mais pourtant bon. Mais ils sont. Ça veut dire qu'ils poussent très lentement. Ouais, c'est vraiment un échec au niveau rentabilité de plantation, d'avoir préparé le terrain, d'avoir installé des plants. Il y a les 2 tiers qui sont morts. Et ceux qui restent, comme disait Hugo, ils sont. Ils sont Écoute, c'est pas une station à peuplier, puis c'est. Bah, c'est peut-être ça, mais après, va comprendre C'est une pourquoi. station à Aulnay par contre, vous avez vu Là-bas, oui. hein, les aulnes sont quand même bien plus jolies que les peupliers. Peut-être que si les peupliers étaient là-bas, ils auraient été magnifiques. Les aulnes, tout ça, en fait c'est un milieu qui est en train de se refermer, voilà, de s'enforester, parce qu'ici il y avait une roselière, on s'en rappelle très bien, avec Bernard Deveau, on est rentré par là-bas pour voir s'il y avait des batraciens, etc. Et c'était une zone de roselière, donc il y avait de la massette et il y avait du phragmite, vous savez les deux, Mais il y en a les deux encore. roseaux, c'est des grands roseaux. Il y en a encore. Oui, mais ils sont en train de disparaître. On les voit là-bas, quand Ils viennent même. de commencer. Oui, il y en a Précision, encore. là on est sur la tracée de leur déviation. Bon, Ceci dit, c'est là, si tu reviens l'année prochaine, il y aura peut-être la route. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils vont disparaître très vite. Non, mais après, La nature, c'est des cycles naturels. C'est les milieux, si tu veux, sont pas stables. Ils évoluent. Là, tu as vu, bon, la marche, ça se trouve, elle va se refermer. Ça, c'est en train de s'enforester, de se reboiser. Alors après, en soi, une zone humide, ça reste une zone humide. C'est vraiment sur les couches souterraines, tout ce qu'il y a autour. Donc même si c'est une zone humide forestière, ça restera une zone humide. Juste, on va perdre l'étang. Mais bon, après, pour moi, Toujours de l'eau qui arrive de la source. voilà, pour moi, c'est pas Tant très que la grave. source n'est pas asséchée, voilà. La seule chose qui peut venir un problème, là on le voit en haut, c'est qu'en fait à force qu'il pousse, il peut prendre la place du houppier et du coup étouffer et empêcher certaines photosynthèses des feuilles et empêcher certaines de branches. La zone urbanisable, elle s'arrête à la rupture de terrain. J'ai regardé avec précision. Je vois s'il a la queue en V ou pas. Je pense que c'est un Milan Un Milan. royal, mais j'en suis pas sûre. Je vois de plus près.
T'as une bonne vue, toi, hein? Tu veux monter sur mes épaules pour le voir de plus près? Salsifis et la scorsonère. Là, je pense que c'est le salsifis sauvage, à vérifier sur la flore. Mais en tout cas, on a les deux ici, la scorsonère et la... Et là, c'est la racine qui se bouffe. Bernard, l'Aurignacien, c'est la première période du paléolithique supérieur. Et le moustérien, c'est la dernière période du paléolithique moyen. Ah oui, donc... Alors, ils ont trouvé ici des restes de Néandertal, voilà. Dont un crâne, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre, parce qu'il y en a une deuxième. Il y en a deux parties. Oui. Ouais. On va les voir. Hein. Et il y a eu des fouilles qui ont eu lieu dans les années, je ne sais plus, il y a un siècle à peu près. Moins d'un siècle alors, 80, 90. Et il y a eu une équipe américaine aussi qui est venue. Et je crois que c'est avec leur financement d'ailleurs. Je crois que c'est les Américains qui ont financé toute la clôture. Parce qu'il valait évidemment, tout ça, ça doit être absolument interdit au public. Revenons à nos moutons. Ici, c'est un monument historique. C'est classé monument historique. Et vous connaissez la loi, normalement, dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique, on n'a pas le droit de faire ce genre d'aménagement qu'ils veulent faire. Mais la loi est assez vicieuse et il y a des dérogations. Et notamment, les dérogations, c'est ces histoires de co-visibilité. On en a parlé hier à la conférence. C'est-à-dire que si l'aménagement est vu depuis la grotte, il est effectivement interdit. Mais si l'aménagement est caché, et si on ne le voit pas depuis l'entrée du monument historique, c'est bon. C'est bon. Ah, alors, c'est ce qu'ils m'ont dit. L'entrée là de l'autre côté. Un beau rapace qui vient de passer, je sais, il était clair au-dessous, je ne sais pas ce que c'était. Le voilà là-bas. On dit qu'on ne voit pas plus loin. Et alors, et donc, mais quand même, ici, il y a une co-visibilité sur la route. Oui, complet. Donc on l'a dit ça dans notre rapport. Hein, c'est Maître Maginot, on lui avait dit et il l'a indiqué. Il a dit qu'il allait y avoir une co-visibilité entre la grotte et la route. Donc, théoriquement, stricto sensu, il ne devrait pas y avoir de route. Voilà. Oui, donc ils ne savaient pas quand ils ont fait ça. Évidemment, eux, c'était pour protéger le site. Mais c'est un gîte chauve-souris qui est quand même compromis par le grillage. Voilà, il y en a qui arrivent à passer, mais le grand rhinolophe, le rial, tout ça, il ne passe pas. Alors, il y a quand même des ouvertures sur le côté là-bas, mais ça ne suffit pas, il aurait fallu ouvrir aussi devant. La doronille noire. Elle n'est pas très commune. Et vraiment, ici, il y en a partout. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une station. La mercuriale, qui est une plante caractéristique des milieux peu anthropisés, qui sont dans des forêts qui ont été peu exploitées. En fait. L'ancien chemin communal qui maintenant est bouché par le Fragon surplombe la prairie humide. L'impact négatif du projet sera double. La poursuite de l'urbanisation de la zone économique de Vialard, à laquelle se greffe la construction d'un nouveau tronçon routier, supprimera purement et simplement la zone humide du Coder et l'effet tampon de cette dernière, tout en aggravant par accentuation du ruissellement sur les surfaces bitumées les effets des crues. Selon une étude réalisée par le Conservatoire des sites du Pas-de-Calais, remplacer une zone humide inondable par un bassin de rétention, construction estimée à 4,5 € le mètre cube, d'un volume au moins équivalent, revient à 45 734 € par hectare. Par ailleurs, la zone humide du Coder, comprenant une aulnée, d'épais fourrés boisés et des prairies humides, joue un grand rôle de filtre naturel. Selon le même conservatoire, une aulnée comme celle du Coder serait en mesure d'absorber jusqu'à 180 kg d'azote par hectare par an. Au cours d'une crue de 3 mois, une prairie inondée peut absorber jusqu'à 50 kg de phosphore par hectare. N'oublions pas que les terres agricoles situées à l'amont de cette zone humide ne sont pas toutes dépourvues de traitements phytosanitaires, pesticides, engrais. Des évaluations économiques récentes ont montré que les services rendus par les zones humides alluviales en termes d'épuration des nitrates et des pesticides pouvaient atteindre 14 482 € par hectare par an. Sans bafouer les décrets qui encadrent et protègent ces lieux-là. C'est dégueulasse! Sans bafouer les décrets qui encadrent et protègent ces lieux-là. Encore une fois,